mwana nyangu soma. Bonjour, c'est Dame Denise. Bonjour, c'est Insa Dengizijou. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis de 13h à 14h dans votre émission Ntsohozi Katso. Dans cette émission, nous vous amenons à la pêche aux éléments historiques de notre île et bien au-delà. Et soyez-en sûrs, personne ne reviendra bredouille. Ntsohozi Katso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Mtsohozi Katso avec Dame Denise et Insa Dengizijou. Chaque semaine, nous vous proposons un voyage au cœur de l'histoire, de la culture, des traditions et de la vie mahoraise. Et parfois, parce que l'histoire de Mayotte s'inscrit aussi dans le monde, nous ouvrons nos regards vers l'international. En ce moment, la Coupe du monde de foot fait battre le cœur de la planète. Des millions de personnes vibrent au cœur d'un même ballon derrière leur équipe, leur couleur et leur rêve de victoire. Et ce football qui fait aujourd'hui battre le cœur du monde a lui aussi fini par arriver jusqu'à Mayotte. En arrivant chez nous, il a réussi à gagner le cœur des Mahorais au point de devenir bien plus qu'un simple sport. Il est devenu une passion populaire, un motif de fierté villageoise, parfois même un véritable marqueur d'identité. N'est-ce pas, Insa Dengizijou? D'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices qui nous suivent fidèlement. La saison touche presque à sa fin et le contexte qui est celui de la Coupe du Monde nous amène à parler du ballon rond. D'abord, son développement à l'échelle internationale et puis comment le football arrive à Mayotte avec son rôle social, sportif et de cohésion dans la société mahoraise. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. J'espère qu'il va aussi tenir en haleine nos auditeurs parce que c'est un sujet effectivement très passionnant. Justement, Insa, avant d'arriver jusqu'à Mayotte, si l'on remonte à la jeunesse de ce sport, où faut-il nous amener? Avant de répondre à votre question, peut-être préciser que le football est aussi un domaine où les historiens passent du temps et ont passé du temps pour interroger non seulement le jeu, parce que l'historien n'est pas spécialiste de jeu, mais il va chercher à retracer d'abord son histoire en termes de développement, mais aussi ses aspects sociaux. Qu'est-ce que le football joue comme rôle dans une société? Alors, c'est d'autant plus important que lorsqu'on voit l'évolution du foot, c'est incroyable. Il n'y a pas longtemps, avec des amis, on se disait, non mais quand on est médecin, chirurgien, on gagne des sous, mais quand on est footballeur, on s'imagine quand même, on court juste derrière un ballon et on gagne plus de sous que n'importe qui. Alors qu'il y en a qui sauvent des vies, il y en a qui, je sais pas, qui créent des startups et tout. Non, moi je cours derrière un ballon et voilà, je rentre dans l'histoire. Je suis Mbappé, je suis Maradona, je suis Pelé et ça y est, c'est gagné. Cela dit que le football n'est pas seulement un sport. Le football est un état d'esprit, est un étendard, est un élément fédérateur. Et justement, dans les aspects politiques du football, parce qu'il y a aussi des aspects politiques, c'est que le football peut être un élément de récupération politique. On l'a vu avec la Squadra Azzurra lors des Coupes du Monde de 1934 et 1938. Vous le dites avec l'accent français, la Squadra Azzurra. Oh là là, les Espagnols les Espagnols qui nous écoutent, ils disent, mais qu'est-ce que ça quoi? La Squadra Azzurra. Dites-le même avec l'accent maoré là, ça va marcher. La Squadra Azzurra. Voilà, Azzurra, voilà. La Squadra Azzurra. Gracias. Oui, bon, donc on l'a vu s'adapte. avec la Squadra Azzurra. Oui, on l'a vu avec la Squadra Azzurra au moment où Benito Mussolini a instrumentalisé les Coupes du Monde de 1934 et 1938. C'est aussi essentiellement, et beaucoup de régimes autoritaires ont compris que le football pouvait être un marqueur. On le voit avec Mussolini, avec Hitler notamment. Avec Hitler, c'était la question du sport d'une manière générale qui occupait
Vraiment, c'est son idéologie. Mais également, c'est un facteur de cohésion et de fraternité. L'exemple des soldats envoyés dans les tranchées en 1914, où on a les soldats anglais et allemands qui improvisent un match de foot au moment de Noël, c'est-à-dire on suspend tout, on suspend les armes, les bruits des balles, et on se retrouve autour d'un ballon rond pour fraterniser. Donc c'est cela qu'il faut aussi avoir en tête et qui dit que le football est au-delà du ballon rond. On voit par exemple au Brésil où des enfants qui sortent de la favela en fait deviennent l'image, ils incarnent l'image de la réussite. Oui, c'est l'image de la réussite, c'est l'image de l'ascension sociale. Parce que le football permet aussi ça. C'est que des gens, des personnes, des joueurs et joueuses d'origine modeste voient leur destin changer parce qu'ils sont très bons au foot. Donc ils intègrent des équipes, ils sont très recherchés sur le marché des transferts, donc ce qui accroît leur valeur marchande en quelque sorte. Et ça leur permet de changer du jour au lendemain de vie et de pouvoir transformer aussi la vie de leur famille, voire de leur quartier, parce qu'il y a aussi des footballeurs qui investissent leur salaire dans des œuvres à la fois sociales dans les pays de naissance, dans leur village. Il y a Sadio Mané qui a développé un hôpital dans son village de naissance, etc. Donc on voit qu'au-delà du foot, au-delà du ballon rond, il y a quand même des valeurs qui fédèrent la société et le monde autour de ce ballon. Alors, le rêve du ballon rond a commencé où ? Dans l'histoire du sport, le ballon rond, il serait né, en tout cas aurait des origines très, très, très anciennes. Quand je vous dis très anciennes, c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on retrouve dans les archives, notamment en Chine, sous la dynastie des Han, une pratique qui s'apparente au football. Donc on retrouve trace dans des manuels militaires d'un jeu qui consistait à propulser un ballon en cuir dans des filets suspendus entre deux poteaux en bambou. Donc on utilisait à la fois le pied, la poitrine, le dos, les épaules, à l'exclusion des mains. Donc ce jeu-là, il est connu sous la dénomination de Cuju. Comme le Cuju? Non, pas le Cuju, du coup. Le Cuju ou le Tuchu. Non, je ne suis pas chinois. Hein. Vous aurez bien imaginé. Là-dessus, je vous laisse vous débrouiller, vous, avec vos tontons et le ponchon. Allez, s'il y a des Asiatiques à Mayotte, on les salue au passage. Dans un autre pays asiatique, le Japon, on retrouve ce qu'on appelle le Kemari, qui s'est développé parallèlement au IIIe siècle avant notre ère et s'apparente à un exercice de passe collective où les participants devaient se maintenir le ballon en l'air sans qu'il ne touche le sol. On a là déjà le fait qu'il y a des développements très anciens. Ce n'est pas encore le football. Prémices, quand même. Voilà, les prémices d'un football qui ne dit pas encore son nom. Alors, c'est assez marrant parce que, bon, excusez-moi, hein, mais ça n'a rien de... Mais quand on voit les Asiatiques, les Japonais, les Chinois, les Coréens faire du foot, on se dit, ils savent faire du foot. Et là, vous êtes en train de nous annoncer que c'est eux-mêmes qui ont inventé le foot. Oui, on retrouve des pratiques très anciennes en tant que qui s'apparentent au foot. Après, je pense que peut-être qu'ils n'ont pas mis les moyens pour développer la pratique, mais actuellement, ils sont en train de rattraper le retard avec le développement de certaines académies, etc. Et on voit de plus en plus d'équipes de football asiatiques qui tiennent tête aux sélections européennes parce que les joueurs asiatiques, chinois, japonais ou coréens évoluent dans les championnats européens qui sont assez relevés. Et puis le retour au pays ou dans les sélections nationales, on voit la différence de jeu et l'acquisition de techniques qui permettent aux équipes de progresser très vite. En tout cas, ils ont de super dessins animés. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des dessins animés où on voit le ballon là. On se dit, c'est pas possible, le temps qu'il rattrape. Oh, c'est bon, vous m'avez perdu. Et c'est surtout chez eux, c'est les arts martiaux, en fait. C'est surtout ça. Et donc, en dehors des pays asiatiques, lesquels des pays ont continué à faire progresser le football ? En dehors du monde asiatique, en Europe, on a vu pendant l'Antiquité et au Moyen-Âge des développements de variantes qui sont associées au football. Il y a l'épiskyros grec,
et l'arpastum romain, qui sont des jeux de balle où l'usage des mains restait autorisé. Ensuite, au Moyen-Âge, il y a la soule médiévale, pratiquée jusqu'au 19e siècle dans le nord-ouest de la France. Et l'actuel Royaume-Uni, elle engageait des foules villageoises entières dans des affrontements assez brutaux. Et puis, en Italie, pays qui est une valeur reconnue dans le monde du football, même s'ils ne sont pas à la Coupe du Monde, il y a le calcio florentin, qui est pratiqué au XVIe siècle à Venise et à Florence, qui est en gros un cousin de la soule à l'époque de la Renaissance. Alors, c'est impressionnant parce que vous partez du pays asiatique, vous rentrez direct en Europe. Je ne sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je pensais beaucoup aux Aztèques, aux Mayas. Je me suis trompée ou j'ai regardé trop de dessins animés Non, pas du tout. Il y a des pratiques qui sont attestées également dans des peuples dits aborigènes, entre guillemets, que ce soit chez les Indiens, les Aztèques, les Mayas, ou les aborigènes australiens, ou encore les Maoris de Polynésie. Donc, en fait, en réalité, on retrouve des variantes du football très anciennes, qui n'ont rien à voir avec le football moderne, bien sûr, mais qui posent quand même des bases d'une pratique sportive qui n'était pas circonscrite à un continent, à une civilisation, mais quand on regarde l'espace des pratiques du football dans l'ancien temps, on retrouve à peu près une couverture mondiale de variantes. Et justement, vous parlez de football moderne. À quel moment est-ce que c'est apparu tel que nous le connaissons aujourd'hui ? Le football moderne prend ses racines au 19e siècle et ce sont les Anglais qui vont jouer un rôle crucial dans le développement du football tel que nous le connaissons aujourd'hui. Donc d'abord dans les milieux scolaires et universitaires. L'objectif de la pratique du football dans ce cadre-là, c'était préparer les élèves à la coopération, à l'altruisme, à la cohésion du groupe. Donc il n'y a pas encore cet esprit de compétition où on a les États qui s'en mêlent et la politique qui s'incruste pour en récupérer les bienfaits. Et puis petit à petit, on va voir les masses populaires, laborieuses, s'approprier le jeu. Et c'est dans les années 1880 où le football atteint ce qu'on appelle le statut de People's Game, c'est-à-dire le jeu du peuple. Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui n'ont pas de lien avec l'université ou le monde scolaire qui font du football sur leur temps de repos, par exemple les ouvriers qui pratiquent le football comme loisir. À quel moment est-ce qu'il y a eu ce besoin d'unifier peut-être pour créer les règles et qu'on connaisse le foot qu'on connaît aujourd'hui ? C'est très bien de poser cette question parce que le football ne connaîtrait pas le succès qui est le sien aujourd'hui sans l'unification des règles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on pratique le football dans les écoles, dans les universités, chacun a ses propres règles. Donc vous avez les règles de Cambridge, les règles de Sheffield. Donc ce sont deux grandes universités, mais dans leur championnat, chacun a ses propres règles. Et puis, il a fallu, pour faire un jeu partagé par tous, unifier les règles. Et c'est le sens de la fondation du football, de la Football Association, en 1863, qui va regrouper 11 écoles et clubs londoniens dans un même règlement, fixant la règle de la durée définitive d'une partie à 90 minutes en 1866, le format des équipes à 11 joueurs en 1870 et l'organisation de la première FA Cup en 1871 consacre un tournant majeur. On le voit très bien, c'est grâce à l'unification des règles que les compétitions d'envergure territoriale où toutes les équipes pouvaient avoir des compétitions avec des règles partagées ont pu avoir lieu. Et comment ce sport va-t-il arriver jusqu'en France et puis progressivement voyager à travers le monde ? Il ne faut jamais négliger dans la dispersion des phénomènes culturels et autres le rôle des déplacements des hommes. Et dans le cadre du football, ce sont les marins britanniques qui vont débarquer au Havre dans les années 1860, qui vont apporter la pratique. Ce qui a débouché
à la création du club du Havre en 1872. Donc, dès lors, la structuration du football mondial devient transnationale. Les marins britanniques l'ont importé en France et puis les Français vont se l'approprier jusqu'à devenir une nation organisatrice, en tout cas coordinatrice de tout ce qui va structurer le football mondial actuel. Donc parmi les figures qui vont porter des projets visant à donner une dimension internationale au football, il y a le journaliste Robert Guérin, qui est l'un des pères fondateurs de la Fédération internationale de football, donc la FIFA, le 21 mai 1904 à Paris, dont il devient le premier président. Il y a Jules Rimet, qui est la cheville ouvrière de la création de la Fédération française de football en avril 1919. Puis il a été également président de la FIFA de 1921 à 1954 et il s'impose comme l'initiateur de la première Coupe du Monde de 1930. Alors, cette fameuse Coupe du Monde de 1930 a été organisée en Uruguay. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? La première édition, c'est bien de le préciser parce que le contexte s'y prête, la première édition d'une Coupe du Monde a eu lieu en 1930 en Uruguay. En Amérique du Sud, du coup. En Amérique du Sud. Donc, c'est le point de départ de la mondialisation irréversible du football. À partir du moment où on réunit beaucoup de nations, parce qu'à l'époque, ce n'était pas toutes les nations, mais beaucoup de nations, afin de participer à une compétition d'envergure mondiale, petit à petit, le football va gagner des zones assez reculées où la pratique n'existait pas nécessairement. La France faisait partie des nations invitées lors de cette première Coupe du Monde. Donc la traversée se fait via un paquebot et les joueurs, vous imaginez bien, arrivent très fatigués, le temps de la préparation, il faut avoir en tête que ce ne sont pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Et durant cette Coupe du Monde, il y a un certain Lucien Laurent qui va inscrire le premier but du tournoi de l'histoire contre le Mexique en juillet 1930. Merci beaucoup Insa Dengizijou. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, il me tarde de savoir comment s'est fait l'introduction du football à Mayotte. On se retrouve juste après la musique. Si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après on est champion. Allez les bleus, allez. Comment ils s'appellent? Kandé, N'Golo. Bonjour à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Rebonjour à ceux qui suivent cette émission depuis le début. J'ai envie de dire allez, allez, allez.
Allez les Bleus, allez oui, la Coupe du Monde fédère en ce moment. Tout le monde a le cœur qui bat et tout. Chacun veut que ce soit son équipe qui passe devant. Et bien justement, c'est l'occasion pour Mtsohozi Kato de prendre le bal en vol et de vous parler de l'histoire du foot. On vous a expliqué la genèse du foot. Et là, je vous disais tout à l'heure, j'étais impatiente de savoir. Et ce fameux ballon, un jour, il fait son voyage jusque dans l'océan Indien. Alors comment est-il arrivé à Mayotte, Insa Nkizijou? Durant la première moitié du XXe siècle, on assiste à un développement massif du football dans les pays africains notamment. Et c'est dans ce contexte que Mayotte va hériter de la pratique, en tout cas va avoir connaissance et puis hériter de la pratique du football. Alors là, on parle de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord ou l'Afrique en général? De l'Afrique d'une manière générale. Ce sont les missionnaires anglais dans leur périple qui diffusent le football dans les pays africains. Et il en va aussi de notre île. Et c'est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale que les Mahorais vont découvrir la pratique du football. Après, il y a deux hypothèses. Je commence par celle qui est la moins documentée, qui veut que le football serait pratiqué à Mayotte avant la venue des Anglais, en 1942. Parce que les échanges étant réguliers entre Mayotte et Madagascar, la pratique était déjà installée à Madagascar par les missionnaires anglais, justement. Et des jeunes Mahorais seraient revenus sur leur territoire, sur leur île, avec la pratique. C'est une hypothèse qui existe, mais elle n'est pas documentée. En revanche, à partir de 1942, on a là une documentation, notamment des personnes qui ont vécu les événements du débarquement des Anglais à Mayotte en 1942, raconte que l'introduction du football est venue via l'installation de la division royale des Royal Air Force à Pamandzi. Donc là, on est en pleine guerre et que Mayotte, Madagascar, faisait partie des territoires qui étaient restés encore dans le giron de Vichy. Donc, les Anglais étant les colons installés sur la côte est-africaine avec des bases solides, des bases militaires solides, ont petit à petit investi les îles pour contrecarrer le développement des régimes contraires aux Alliés. Donc, c'est ce qui explique la venue des marins et des soldats anglais à Mayotte en 1942. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on assiste à la pratique du football à Pamandzi. Et on sait, les premiers matchs, ça se passait comment ici? Les premiers matchs de football sont nés de la nécessité de distraire les soldats anglais qui vont organiser des matchs de foot entre eux et les populations vivant en Petite Terre essentiellement. Donc c'est à partir de là que la jeunesse de Petite Terre touche au ballon rond. Donc il y a à la fois ces échanges sportifs, mais il y a aussi des échanges sociaux, parce qu'on est en contexte de guerre et que les Maoris étaient privés à peu près de tout. On découvre les pains de guerre. Voilà. On découvre... J'adore, je lance des trucs comme ça à chaque fois et ça marche. Pain de guerre. Cornet bif. Ouais, voilà. Donc, on découvre un certain nombre de choses dans les échanges, etc. Les Mahorais peuvent apporter, par exemple, des œufs de poule. On redonne du cornet bif en retour, etc. Donc, il y a ces échanges-là qui sont attestés. En fait. Voilà, de la troc. Et puis, il y a notamment Frédéric Dachry, qui était à l'époque très jeune, qui, dans son témoignage, dit qu'au cours de ces échanges avaient également lieu des compétitions de football. L'initiation se fait par les Anglais, et là, on n'est pas dans un jeu léché comme on peut voir aujourd'hui, mais là, on est dans le kick and rush, donc on tape et on fonce. Là, c'est clairement
Je sais pas trop si ça a changé à Mayotte. Ouais. Non, il y a quand même, non. Depuis, les choses ont évolué. Il y a des entraîneurs qui sont diplômés. Il y a des règles aussi. Qui essaient de développer un jeu assez intéressant, malgré les infrastructures, enfin l'état des infrastructures. Malgré tout, il y a quand même cette recherche du beau jeu et de l'efficacité. Donc, on ne peut pas le reprocher. Mais au tout départ, là, c'est vraiment on tape et on fonce. Un style de jeu assez vertical, privilégiant surtout la vitesse individuelle, l'endurance au détriment d'une construction collective. Donc, c'est-à-dire, vous avez le ballon, vous le mettez devant, vous avez des personnes qui courent vite. Voilà. Comme on dit chez nous, la guerre est devant là-bas. Mpira de Wadjouha. La sambola. Et il y avait quelqu'un qui faisait ça, je ne sais pas comment il s'appelle, mais Amta Péré, il était au bord du stade à chaque fois. Si vous avez la ref, franchement, et moi je me rappelle de ce monsieur, je regardais les matchs à chaque fois avec mes parents, avec le FCM de l'époque, il était au bord et tout, il suivait le match, c'était vraiment le Thierry Roland de l'époque, vous voyez, c'était la sambola, le ballon est parti. Ouais, c'était vraiment incroyable. Voilà, donc, vous voyez tout ce que le football peut produire comme effet. On la tient plus, Denise, c'est pour vous dire. C'est comme ça aussi quand on grandit qu'avec des garçons. Donc, du coup, donc, de ces compétitions vont naître, de ces compétitions qui vont opposer les jeunes petits terriens aux soldats anglais, vont naître des clubs. Durant cette phase d'initiation, il y a une période, un match qui reste dans la mémoire des jeunes de l'époque. Ce match a eu lieu à l'occasion de la fête nationale, le 14 juillet 1943. Donc, c'est un tournoi qui oppose le Stella Sport de Pamandzi, qui crée l'exploit et qui bat les militaires anglais 2-1. Donc, vous voyez, on a des jeunes qui apprennent vite. Donc, cette première victoire va en appeler d'autres. Ces premières victoires vont en appeler d'autres. Et surtout, vont très vite faire émerger la nécessité d'organiser les clubs, d'organiser des compétitions. Pas qu'avec les Anglais, mais entre Mahorais. Donc moi, j'ai envie de vous demander, parce qu'aujourd'hui, on a tout l'équipement qu'il faut, mais à l'époque, on jouait comment? On avait les crampons, comment ça se faisait à l'époque? Pieds nus. Pieds nus, c'est ça. Quand vous n'avez rien, encore les soldats étaient équipés, mais les Mahorais n'avaient pas de chaussures. Mais ils ont perdu parce que justement, ils avaient trop de matériel, c'est ça? Ouais. Peut-être. Et il y avait la personne qui a marqué les 2 buts, c'était le capitaine. On connaît le nom, c'est Ali Benjamin Abdallah, qui est très connu à Pamandzi dans le milieu sportif, même au-delà. Et c'est l'attaquant phare de cette sélection petitérienne qui va lancer l'organisation de compétitions entre Mahorais. Donc, vous imaginez bien, les conditions n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. On n'a pas de chaussures, mais quand on est jeune, justement, avec cette nouvelle discipline qu'on découvre, on ne voit pas tous ces inconvénients-là. Ils sont blessés, les pieds enflés, tout ce que vous voulez, les orteils en sang, mais ils ont démontré que le football, c'est vraiment l'envie de gagner. Donc, ils ont gagné face aux Anglais et cette victoire est fondatrice. Et je suppose que cette victoire va propulser le football en dehors de la petite terre. Avant d'arriver à un développement plus territorial du football au niveau de notre île, on a ce noyau petitérien qui va concentrer les jeunes qui font leur scolarité à Pamandzi. Bien évidemment, là encore, c'est aussi une histoire de flux, de circulation des individus qui va favoriser la diffusion et la massification du football. Donc on a un noyau de ces jeunes petitériens qui, grâce à l'école, à l'époque on est dans les années 50, il n'y a pas beaucoup d'écoles à Mayotte et la principale école est très réputée à l'époque, c'est l'école de Pamandzi. Donc il y a des jeunes qui sont de grande terre mais qui font leur scolarité à Pamandzi, notamment Bamana et d'autres, Zoubeira Dinani et compagnie, qui vont faire leur scolarité à Pamandzi. Et après avoir fini leur niveau primaire,
sont admis dans un collège ou dans d'autres écoles à Madagascar. Et c'est dans cette grande île où la pratique est déjà bien assise que certains jeunes footballeurs vont la pratiquer dans leur temps de récréation. Ah ouais, je suis en train de rigoler. Vous allez nous dire que le Younous Abamala qu'on connaît, que Zoubera Dinani, et pourquoi pas Commandant Boana, de ce qu'on sait, c'était eux qui étaient en petit T. Jouent au foot. Oui, ils jouent au foot parce que c'était la principale occupation en dehors de la pêche, etc. Les jeunes, après avoir découvert le foot, va devenir ce moment-là où on aime être entre soi et partager des moments de convivialité. Donc, la pratique du football va prendre de l'ampleur avec les personnes, les étudiants, les élèves qui sont partis à Madagascar au moment de leur retour à Mayotte, durant leurs vacances scolaires. Donc, c'est le cas de Bamana, c'est le cas du docteur Henri, on verra un peu plus tard. C'est le cas d'Ali Swali, par exemple, celui qui a été président de l'archipel des Comores. Okay. Toutes ces jeunesses-là va être biberonnée au football, en réalité. Donc, leur cohésion, ils la doivent beaucoup au football. D'accord. Donc, avant d'être des alliés ou des opposants politiques, ils se retrouvaient sur un terrain de foot. Oui, ils se connaissaient très bien et se respectaient parce qu'ils étaient, pour la plupart, au lycée Galeni à Antananarive, et durant leur moment de libre, ils pratiquaient le football entre eux, entre leurs camarades malgaches. Mais c'était le football qui faisait l'union, le trait d'union entre toutes ces personnes qui sont venues d'horizons et de territoires divers. Alors, vous avez dit tout à l'heure, docteur Martial Henry, on y reviendra. Non, on n'y reviendra pas. On en parle tout de suite parce qu'après, le temps va passer. On n'aura pas le temps d'y revenir. J'ai envie de tout savoir. Le temps file, mais on prend le temps de parler du cas de notre docteur Martial Henry. On va demander la prochaine saison d'avoir 2 heures. On le connaît en tant que docteur, médecin, docteur, politicien. Ce qu'on connaît le moins, c'est sa facette de footballeur. Et il n'est pas maigre. Son CV en tant que footballeur n'est pas du tout maigre. Donc, il faut savoir que c'est une des figures de proue du football au niveau de Madagascar. C'est l'attaquant vedette de la sélection malgache dans les années 50. C'était le Mbappé de l'époque. Voilà, c'était le Mbappé de l'époque. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre raconter justement ses souvenirs de footballeur, de compétition, pour vraiment le comprendre. Donc, il était étudiant en médecine à Madagascar et il va s'imposer dans la sélection malgache. Et le fait marquant, c'est qu'il était tellement indispensable que dans l'année 1955, on a dû reporter de 2 semaines la séance des examens parce qu'il ne pouvait pas justement prendre part à un tournoi triangulaire qui opposait Madagascar, La Réunion et Maurice. Donc, pour que Martial puisse participer au match, un décret a été pris pour décaler les examens en médecine et permettre la présence du docteur Henry, de Martial Henry à cette compétition. Donc, Martial Henry qui deviendra après ministre de la Santé des Comores, conseiller général et tout. On est en 1955 lors du tournoi triangulaire au stade de la Redoute. Donc, on retarde les examens, il participe au tournoi. J'espère qu'il a fait honneur. Oui. Et il marque le but assassin face aux Mauriciens. C'est l'unique but qui va être marqué en finale. Et c'est la première fois depuis le début du tournoi, l'existence du tournoi, que Martial Henry fait gagner Madagascar. Parfois, les gens disent « ouais, les archives orales ou les témoignages des personnes ne sont pas forcément objectifs ». J'ai réussi à recouper ce témoignage avec un ouvrage sur le football mauricien, où c'est sur 2 pages. Le titre, c'est l'âge d'or du football mauricien. Et on a un compte-rendu de ce match, justement, où Martial marque le but qui fait gagner Madagascar.
Donc, Et brise les rêves mauriciens. ouais, et brise les rêves mauriciens. Donc, c'est resté, même dans la mémoire des Mauriciens, comme étant un moment. Bien évidemment, ils ont perdu depuis le temps qu'ils gagnaient, mais en cherchant des informations ailleurs, on peut conforter le témoignage du docteur Henry. Le docteur Martial Henry, en tout cas pour les jeunes qui nous écoutent, ils doivent le voir un peu comme Morgan Freeman. Pour certains, ils l'ont vu comme une personnalité bien âgée, une personnalité imposante sur Mayotte et tout. Mais pour vous et pour moi, peut-être qui ont la chance de voir des photos de lui jeune, on comprend très bien qu'il ait pu être le grand footballeur que vous nous décrivez aujourd'hui. Il était assez athlétique. Et puis, parfois, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de génétique dans la transmission de cet art? Quand je vois la carrière qu'a fait Alain Kamal Martial, quand je vois la carrière d'un certain Abdou Bamana du côté de Sada, donc leur père, en fait, était d'excellents footballeurs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas cette part d'héritage génétique dans le talent, ou c'est la pratique assez précoce qui a favorisé leur talent? Je ne sais pas, c'est des questions que je pose. En tout cas, on sait que le talent ne suffit pas, il faut aussi énormément travailler. Alors aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Mayotte sans football, mais pourtant, d'après ce que j'ai compris, à l'époque, c'était pas un sport qui faisait l'unanimité auprès notamment des parents. Oui, c'est un sport qui ne fait pas l'unanimité du tout, parce que y a aussi les risques de blessures quand on joue au football. Et quand vous imaginez le Mayotte des années 60, 70, où on n'a pas d'hôpitaux, où on n'a rien, se blesser au cours des matchs, c'est vraiment mettre dans l'embarras et la difficulté les familles. Donc les familles refusaient que leurs enfants jouent au football. Donc il y a ce refus qui était formel, ou sinon il y a le refus symbolique. On instaure dans l'interdiction des éléments de langage religieux, c'est-à-dire quand vous allez jouer au football, c'est ce que vous tapez sur la tête d'Hassan et Hussein, etc. Donc ça avait freiné un certain nombre de gens qui voyaient une pratique anti-religieuse. Aussi dans le développement géographique du football. Ce football va d'abord être une pratique urbaine, et puis avec l'ouverture des voies de communication, surtout l'axe Mamoudzou-Sada, le football va voyager ainsi jusqu'au centre de Sada et va demeurer une pratique assez marginale dans les autres villages. Les premières équipes qui ont marqué notre territoire, est-ce qu'on sait c'est lesquelles? Il y a des noms qui émergent parce que le football est un sport, en tout cas à ses débuts, assez urbain. Donc c'est en petite terre, on va avoir le développement de plusieurs clubs, que ce soit à Pamandzi ou à l'abattoir. Donc vous avez Rapide Éclair, vous avez... Moi, chez moi, j'ai des photos de l'équipe d'Espoir et d'Éclair. Je pense que vous imaginez même pas. J'ai vu mon père en maillot d'Espoir et d'Éclair avec M. Saïd Mlara. Je les salue et tout. C'est incroyable. On se dit, mais vous êtes sûr, vous allez jouer au foot avec des tenues comme ça? Voilà. Donc, il y a toutes ces équipes avec, aujourd'hui, ce sont des personnalités. Et tous les villages se mobilisent vraiment pour avoir ces équipes-là. Vous avez FCM, vous avez l'As de Sada, etc., qui font partie des premières équipes qui vont, avec la structuration des années 70, porter l'étendard, les couleurs de leur village. Alors, et les défendre sur le terrain. Porter l'étendard, moi j'étais petite fille et j'avais déjà appris FC Mounaïenchi Naïenchi. Il est rienessé, ouvre moja wahatu. Vous vous rendez compte, l'hymne déjà en tant que petit, on le connaissait déjà. Mais voilà. Et même ça dit février initare hienchi. Du coup, on sait nous tous dans le village que c'est février que ça a été créé. Et du coup, je me rappelle aussi que c'était tous des villages en fait qui s'organisaient pour porter leurs équipes. C'est devenu très très populaire. Oui, le football, c'est un espace d'expression des dynamiques identitaires et sociétales. Il n'est pas étonnant dans ce cas-là de voir des violences communautaires naître à partir d'un match de foot. Donc on le voit surtout dans les années 1980, qui vraiment cristallise les tensions et les violences communautaires. Je prendrai juste un cas parce que ça vous concerne directement.
La confrontation. Attention, parce que si vous citez Mtsapere, Kombani, Aqua, Mtsamboro, Mtsangadoua, tout ça me concerne. Donc là, vous choisissez quoi? Allez-y, on y va, allez, top. La totale, c'est la totale, du coup. Décidément, on se lâche à l'émission d'aujourd'hui. Allez-y, C'est la faites-vous dernière de la plaisir. saison. Faites-vous plaisir. Donc en 1988, on a une confrontation entre les Diables Noirs de Kombani et les Flacons Verts de Mirerini. Donc Mirerini perd 7-1 et ça déclenche des insultes extrasportives et qui se prolongent en agression verbale et physique entre femmes de Kombani Ça et avait de déjà Mirerini. commencé à cette époque-là, Oui, non, déjà. mais c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça date vraiment d'il y a longtemps. 1988, dans mes souvenirs, je ne pensais pas qu'il y avait le flacon de verre de Mirereni. Ah, Je si, n'avais si, pas si, dans mes si. souvenirs. Si. Ok, très bien, merci. Lors d'un choc entre le FCM et Comet, en 1988 toujours, le capitaine de Comet crache sur le joueur Camacho, entraînant une réplique par un coup de poing et une exclusion immédiate. Donc, vous avez aussi également des atteintes du corps arbitral, des mâchoires fracturées d'un certain Ali Mwandié qui était arbitre du match Amjago-Chirongi dans les années 90. Donc, il y a tout ce phénomène-là. En fait, les enjeux ont évolué, ont changé et les dynamiques identitaires ont instillé la violence dans le football. Moi, je me rappelle aussi un match qui a eu lieu entre FCM Mtsapere à l'époque et Sada. Mais c'était incroyable. On avait même perdu des personnes à Sada. Les gens disaient apparemment on les couvrait donc d'une grande marmite pour les cacher. C'était à cette époque-là. On avait même tous peur et tout. Mais là, vous nous montrez les dérives. Mais à quel moment, s'il vous plaît, on peut parler d'un sport qui a quand même marqué la population et qui a apporté de la paix. Ça s'est fait aussi sur notre île. Oui, il y a des moments quand même festifs et des moments qui font la cohésion de la société à Mayotte via le football. Donc en 1988, il y a l'Ouragan de l'Abattoir qui va participer pour la première fois au tour préliminaire de la Coupe de France à La Réunion. Donc en 2001, le FC Mtsapere, vainqueur de la Coupe de la Société Bambao en 1981, devient la première formation mahoraise qualifiée pour le 7e tour de la Coupe de France, disputée directement sur le sol métropolitain. Après, il y a eu récemment les jumeaux de Mzouazia qui ont porté haut les couleurs de Mayotte. On a ces moments-là qui rassemblent les Mahorais et qui permettent de dire que le football, ça peut être aussi un outil de cohésion sociale. Avant de nous quitter, Insa, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir, quelle est votre équipe de cœur dans cette Coupe du Monde? Je ne suis pas du tout football. Non, Voilà. c'est vrai, je ne suis pas du tout football. Qu'une équipe gagne ou perde, ça me fait ni chaud ni froid en réalité. Non, je suis plutôt volleyball, mais non, le foot, c'est pas ma tasse de thé. Bon, voilà, on restera sur ça. J'en parle, mais c'est pas ma tasse de thé. Voilà. En tout cas, pour ma part, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai un tout petit faible pour la République démocratique du Congo. Les sapeurs? Ah là, moi je les ai vus arriver. Je ne sais pas s'ils vont gagner les matchs, mais en tout cas, la sapologie, ils peuvent déjà rentrer chez eux. Ils ont gagné, les léopards. Ils ont gagné. Ils étaient juste formidables. Franchement, je ne sais pas combien de léopards ils ont dû égorger pour arriver avec habillés comme ça. Mais pour la petite histoire, est-ce que tu sais pour quelle raison ils étaient habillés comme ça? Parce que c'est les léopards. Le léopard étant l'animal emblématique du Congo, bien évidemment. Ils ont donné vie au nom de leur sélection. Et puis en 1974, la sélection déjà, les léopards de 1974, c'était déjà pratiquement habillés comme ça lorsqu'ils ont été les premiers d'une équipe d'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire en général, à participer à la Coupe du Monde. Et donc, c'était pour leur faire un petit clin d'œil. Voilà, chacun son petit faible. Voilà, et chacun son histoire. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On finit cette émission avec la citation à retenir à la fin de chaque émission. L'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de
Servitude. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On se donne rendez-vous la saison prochaine parce que en français, c'est la dernière version de notre saison. Et puis, on espère que vous nous ferez des retours afin qu'on puisse faire une belle programmation pour l'année prochaine. Avant de dire au revoir, Insa, signalons juste à nos chères auditrices et auditeurs que durant la période estivale, plusieurs émissions de Mtsohozi Kato seront rediffusées sur Mettre la Première. Effectivement, on maintient l'attention jusqu'à la saison prochaine. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis, si vous avez des thématiques que vous souhaiterez aborder la saison prochaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, on essaiera de faire de notre mieux avec une belle programmation.